Donc bonjour, Sahan Abdankom. Dans la suite de notre programme, nous allons continuer aujourd'hui. On va entamer un nouveau chapitre. C'est le chapitre qui concerne les mécanismes moléculaires de catalyse. Le dernier chapitre, on a vu l'énergie d'une réaction, notamment d'une réaction enzymatique. C'est la même chose. On parlait d'une réaction, c'est un système. Donc, nous avons vu plusieurs notions de chimie, de physique et de thermodynamique. Donc, grosso modo, ce dont on avait besoin, c'est de comprendre qu'une réaction elle a une énergie. Donc, il y a de l'énergie qui est contenue dans une réaction. Donc, on a vu des notions comme l'énergie d'activation, c'est un taux d'énergie minimal nécessaire à apporter à une réaction, donc au substrat, pour pour atteindre un état de transition, qui est une autre notion qu'on a vue. Donc cet état de transition, c'est un état de haute énergie, d'instabilité, qu'il faut atteindre pour que la réaction continue vers un état de produit, donc c'est un état de moindre énergie. Très bien. Nous avons aussi vu comment faire un bilan énergétique, ou bien l'énergie nette d'une réaction. Donc cela, on le fait pour connaître la nature, le type de la réaction. Donc c'est un calcul. On a besoin, on va calculer l'enthalpie. On va calculer l'enthalpie. Et à travers le bilan, c'est-à-dire s'il est positif ou bien négatif, on va savoir si la réaction elle est endothermique ou bien exothermique. C'est des calculs. Donc c'est des bilans qu'on fait dans la chimie et même en biologie pour connaître la nature de la réaction et prédire ses résultats. On a aussi vu l'énergie libre, ce qu'on appelle l'énergie libre de Gibbs, c'est l'enthalpie, donc c'est l'enthalpie moins l'énergie qui sera perdue. Donc on a dit c'est la partie de l'énergie, donc c'est une mesure d'énergie aussi pour faire des réactions, faire pour connaître, pour déterminer l'énergie d'une réaction, mais en soustrayant, c'est-à-dire en enlevant la partie qui sera perdue sous forme de chaleur, parce que sachant que seule une partie de cette énergie de la réaction qui va fournir du travail. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'énergie libre de Gibbs. C'est ce que vous voyez et c'est ce que vous verrez souvent dans les courbes d'énergie des réactions enzymatiques. Donc, pourquoi on a vu tout ça? Parce que ça concerne toutes les réactions chimiques. Mais chez l'enzyme qui est un biocatalyseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, c'est l'enzyme, elle va diminuer l'énergie d'activation et comme ça, et même l'état de transition. Donc, elle va, ce qu'on appelle, stabiliser l'état de transition. Donc, l'état de transition, elle va le stabiliser. Comment? On va le voir dans ce chapitre, c'est le chapitre de mécanisme de catalyse. Donc, en, en diminuant l'énergie d'activation, elle va stabiliser l'état de transition de haute énergie. Donc, il y aura moins d'énergie et cela va se répercuter directement sur la vitesse. Ça va se répercuter sur la vitesse et elle va accélérer la vitesse. On verra tout ça par le détail. Ce qui nous concerne maintenant, c'est les mécanismes moléculaires de catalyse. Les mécanismes moléculaires de catalyse, on a parlé des enzymes, de leur structure. La structure, elle est liée à la fonction. Donc on a très bien parlé pendant tout un chapitre de la structure et de sa liaison directe avec la fonction. On dit que l'enzyme va diminuer l'énergie d'activation. On a dit que l'enzyme elle va accélérer la réaction, elle agit à très faible dose, elle augmente énormément le taux de la réaction. Tout ça, on l'a vu. Mais comment? Le mécanisme moléculaire de catalyse, c'est ce qui se passe réellement à l'intérieur du site actif et plus précisément les acides aminés de contact. C'est ce qu'on appelle les acides aminés de contact. On a vu qu'il y a le site de reconnaissance ou de fixation et le site catalytique. Dans le site catalytique, il y a des acides aminés différents types et ceux qui nous intéressent notamment, c'est ceux de contact. Les acides aminés de contact qui sont peu nombreux, on a dit ils sont de 2 à 4,
c'est vraiment là que ça va se passer, la catalyse. La catalyse proprement dite. Donc tout ce qui se passe avant, tous les acides oxalates, ils ont d'autres rôles de préparation, d'orientation, etc., de reconnaissance, mais là, ça sera la catalyse proprement dite. Très bien. Aussi, avant de parler de ça, on va parler des modèles de fixation enzyme-substrat. Donc, les enzymes et substrats, ils sont, l'enzyme, il va se fixer au substrat, donc former le complexe enzyme-substrat connu. Mais, mais c'est pas si, c'est-à-dire la liaison de l'enzyme avec le substrat, c'est pas une affaire simple, c'est pas une affaire claire. C'est, elle dépend de l'énergie, elle dépend des liaisons, etc. Donc, pour ça, avec à cause de cette ambiguïté, de cette difficulté pour savoir ce qui se passe, comment la liaison se fait, ça dépend beaucoup plus des propriétés affectant la fixation enzyme-substrat qu'on a vu déjà, les 6 propriétés. Donc ça dépend de ça d'abord. Donc on a la reconnaissance, l'affinité, on a la complémentarité, la flexibilité, la surface exposée, la surface hydrophobe exposée et le déplacement de l'eau. Et aussi de l'énergie de l'état de transition. C'est ces 2 points qui vont jouer un rôle dans la fixation de l'enzyme substrat. Et cette fixation, comme on a dit, que c'est pas très clair, c'est difficile, donc surtout au départ, c'est-à-dire surtout au départ quand on a commencé à étudier les enzymes, maintenant on a une idée plus claire parce que les outils d'analyse ils sont plus développés. Donc les scientifiques, les chimistes et les biologistes, ils ont élaboré des théories. Donc une théorie c'est quoi? C'est un ensemble des sortes d'idées, des explications qui se basent sur l'observation, l'expérimentation et des modèles mathématiques. Donc, ils ont élaboré certains modèles pour nous éclaircir les modèles de fixation de l'enzyme et du substrat. Donc, le premier modèle, c'est le modèle le plus ancien et le plus simple, c'est le modèle de Fischer, qui est réalisé en 1890. On l'appelle le modèle clé et serrure. Ça veut dire quoi? Lock and key. Clé et serrure, c'est qu'il supposait à départ, en 1890, donc c'était juste, on venait de découvrir les enzymes, il suppose un ajustement parfait entre le substrat et le site actif, donc une complémentarité parfaite, comme avec une clé et une serrure. Donc ils ont supposé dès le départ que pour que cette liaison se fasse entre l'enzyme et le substrat, il faut qu'il y ait une complémentarité structurale, c'est-à-dire ça concerne que la structure. Donc il y a se base, c'est-à-dire pardon, le substrat approprié, il va se lier avec l'enzyme qui a la forme complémentaire. C'est aussi simple que ça. Donc on verra par la suite que ce modèle, comme il se base seulement sur la notion de complémentarité, donc il va négliger d'autres aspects, d'autres propriétés qui affectent la liaison, comme la flexibilité. On sait que l'enzyme, elle est flexible, elle n'est pas rigide. Donc aussi, ce modèle n'explique pas la stabilisation de l'état de transition. Donc c'est un modèle ancien, il se base seulement sur la propriété de complémentarité. Ensuite d'autres modèles sont venus. Donc on a le modèle RAC, en anglais c'est contrainte. Donc ce modèle, donc de 1954 de Lumley, ce modèle stipule que le substrat subit un changement conformationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le substrat, donc il stipule que l'enzyme elle est rigide, donc il ne savait pas à ce moment qu'il y avait la flexibilité de l'enzyme. Donc pour lui, pour ce monsieur, c'est le substrat qui va qui va changer de forme pour s'adapter à la structure du site actif. Donc en changeant, donc on change le substrat, il va subir des tensions, d'où le nom du modèle RAC. Donc il va subir des tensions et ces tensions, donc, elles vont le rapprocher de l'état de transition. On a dit que l'état de transition, c'est l'état c'est l'état de haute énergie, d'instabilité qui nous fait passer vers le produit. Donc ce modèle, bien sûr, il est refusé car il ne prend pas en compte la flexibilité de l'enzyme. Il a essayé d'expliquer l'état de la stabilisation de l'état de transition
mais il ne prend pas en compte la nature de la structure de l'enzyme. On a le modèle d'ajustement fin, induced fit. C'est un modèle qui est l'un des plus acceptés, qui explique très bien. Donc c'est le modèle de Kochland, 1958. On l'appelle beaucoup couramment, même en français, on dit induced fit. C'est l'ajustement induit. Donc on verra c'est quoi. Donc ça implique le changement de la conformation du site actif pour s'adapter au substrat. Donc d'abord, on voit qu'il y a une certaine complémentarité dès le départ, il y a une affinité, mais l'enzyme, elle ne va pas exiger, comme dans le premier modèle, que les serrures, qui est 100% de complémentarité. Il peut y avoir une complémentarité un peu avec des petites différences. Donc l'enzyme, elle va faire quoi? L'enzyme, c'est le site actif avec sa flexibilité, grâce, on l'a déjà dit, aux acides aminés du site, du catalytique, donc les acides aminés contributeurs et auxiliaires. Vous pouvez retourner au chapitre 3. Donc, c'est le site actif, donc le substrat approprié, il va induire, d'où ajustement induit, il va induire l'alignement correct du site actif. Donc le site actif, il continue de changer jusqu'à ce que le substrat soit complètement lié à lui. Donc, ce sera le substrat qui va induire le changement du site actif pour avoir une complémentarité. Donc, ça prend en compte la flexibilité et la complémentarité. Mais ce modèle, c'est le plus accepté, mais il reste incomplet. Pourquoi? Parce qu'il n'explique pas la stabilisation de l'état de transition. Là, ça parle que de structure. Enfin, il y a le modèle de l'état de transition. C'est un modèle complémentaire qui vient compléter celui de l'ajustement fin. C'est un très bon modèle, c'est une très belle théorie. Donc, le modèle de transition, il est proposé en 1966 par Jenks. Donc, l'enzyme se lie plus étroitement à l'état de transition de la réaction. Ça veut dire quoi? Ce modèle, il dit que l'enzyme, elle a l'affinité avec son substrat, bien sûr, mais elle a plus d'affinité avec l'état de transition du substrat. C'est-à-dire qu'elle a plus d'affinité avec le substrat quand il absorbe l'énergie d'activation. C'est-à-dire quand il est dans un état déjà modifié. Donc, qu'est-ce que ça stipule? Donc, d'abord, il se passe une liaison entre l'enzyme et le substrat par le modèle d'ajustement fin. Donc, ça veut dire quoi? C'est le site actif qui va s'adapter à la structure, donc à la conformation du substrat. Donc là, on va avoir le complexe enzyme-substrat. Ensuite, au cours, c'est-à-dire quand l'énergie augmente, l'énergie, la réaction elle est en train de se passer, et le substrat atteint l'état de transition, donc il va absorber son énergie d'activation, il change de structure. Donc il va commencer, on a dit que l'état de transition, c'est que les liaisons, ça concerne beaucoup les liaisons et les angles, ça va être distordu, et provoque le changement de l'enzyme. Donc l'enzyme, il va changer. C'est l'enzyme, le changement qui a été provoqué par l'état de transition du substrat, il va influer encore une fois sur le site actif. Donc le substrat modifie encore le site actif et cette modification va générer plus de liaisons faibles, de liaisons enzyme-substrat, et ces liaisons qui sont optimisées, donc on a une plus grande complémentarité. Donc il y aura plus de liaisons et c'est-à-dire l'enzyme il va se marier mieux avec son substrat et ce qui va donner une stabilisation de l'état de transition. Ce modèle il est très bien, donc il va expliquer l'aspect structure, c'est-à-dire de liaison, et aussi il va expliquer la stabilisation de l'état de transition. Et ce modèle est appuyé expérimentalement par la grande affinité que montre l'enzyme avec des molécules ressemblant à l'état de transition. Donc, pour faire simple, ils ont fait l'expérience, ils ont pris le substrat, un enzyme avec son substrat, ils ont pris le substrat en état de transition. Ils ont fait l'expérience et ils ont trouvé que l'enzyme elle a plus d'affinité avec son substrat à l'état de transition. Donc ils ont déduit que c'est un modèle c'est un modèle qui est solide. D'accord? Cependant, mais comme l'état de transition n'a pas une durée mesurable, donc l'état de transition, donc ça concerne l'énergie, donc on est à l'échelle subatomique, donc on ne peut pas être observé ou mesuré.
Donc ça reste une théorie, donc très, très bien établie avec des modèles mathématiques, etc. Mais expérimentalement, c'est difficile à prouver.